bienvenue pour cette exploration des sources sur les jeux vidéo. Un monde fascinant et un vrai phénomène culturel. Ah oui, clairement. Pour donner juste une idée, en France, on parle de 37 millions de joueurs. 37 millions. Oui, c'est 71% des 10 ans et plus. Énorme. Avec une parité homme-femme quasi parfaite en plus. Mhm. Et même les enfants, vous savez, 9 sur 10 qui jouent au moins de temps en temps. C'est vraiment un univers très, très vaste. D'accord. Et pour y voir plus clair, alors sur quoi on s'appuie aujourd'hui? Quelles sont nos sources? On a des choses assez variées. D'un côté, des travaux plus académiques, on va dire, comme ceux de la Draine Versailles. La DREN, c'est la délégation au numérique éducatif, c'est ça? Exactement. Qui réfléchit à comment on intègre le numérique à l'école. Donc là, c'est sur l'utilisation des jeux en pédagogie. D'accord. Et puis, d'un autre côté, un rapport très différent de la DITP. La direction interministérielle de la transformation publique. Voilà. Eux, ils conseillent le gouvernement sur l'amélioration des services publics. Et leur rapport, il se penche sur un sujet, disons, moins joyeux, la toxicité en ligne, en utilisant les sciences comportementales. Ah oui. Donc deux aspects vraiment contrastés. Notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'analyser un peu ça, le potentiel éducatif, qui a l'air incroyable, et puis, ces problèmes de comportement en ligne. C'est tout à fait ça. On va essayer de décortiquer ces deux facettes. Alors allons-y. Commençons par le côté positif. L'éducation. Les jeux vidéo qui entrent dans les classes. C'est vu comme un levier de motivation, j'imagine? Oui, tout à fait. Un moteur puissant pour motiver les élèves. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'attrait du jeu pour atteindre des objectifs pédagogiques, quoi. Et concrètement, ça donne quoi? Les sources donnent des exemples? Oui, oui. Des choses assez variées, en fait. On peut travailler le langage, par exemple, en demandant aux élèves de raconter l'histoire d'un jeu. Ah, simple et efficace. Ou alors utiliser les statistiques des personnages, vous savez, les points de vie, la force, pour faire des maths. Malin. Et puis il y a l'histoire, bien sûr, avec des jeux comme Assassin's Creed. Certains ont même des modules spéciaux. Ah oui, les Discovery Tours. Ah oui. J'en ai entendu parler. On peut visiter des lieux historiques sans toute la partie jeu, combat, etc. Exactement, c'est purement de la visite virtuelle historique. Et au-delà de ces détournements de jeux connus, il y a aussi ce qu'on appelle les serious games. Les jeux sérieux. Voilà, ceux-là sont conçus dès le départ pour apprendre. C'est l'edutainment, comme on dit parfois. Éducation et divertissement. D'accord. Et certains projets vont même plus loin. Je pense à Fusion Jeunesse, par exemple. Eux, ils utilisent carrément la création de jeux vidéo. La création. Oui, pour lutter contre le décrochage scolaire. Ils font ça en partenariat avec des entreprises comme Ubisoft. L'idée, c'est que les jeunes apprennent en faisant, en mobilisant plein de compétences. Narration, un peu de code, travail d'équipe. C'est très expérientiel. Ça, c'est une vision très positive. Mais bon, on a dit qu'il y avait un revers. Les sources parlent aussi de cette fameuse toxicité en ligne. Oui, et le rapport de la DITP y cite des chiffres américains qui sont assez frappants. Ah oui, frappant. 74% des joueurs adultes en ligne déclarent avoir déjà subi une forme de harcèlement. 74%. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et le point peut-être le plus surprenant de ce rapport, Oui. c'est d'où vient cette toxicité. Contrairement à l'idée qu'on se fait souvent du troll isolé et méchant, les données montrent que, en fait, entre 80 et 95% de ces comportements toxiques, ils viennent de joueurs ordinaires. Ah bon? Pas de troll dédié, juste des gens normaux. Voilà, des gens qui, sous le coup de la frustration ou parce qu'ils passent une mauvaise journée, ils dérapent, juste ponctuellement. Le rapport appelle ça la toxicité quotidienne. D'accord. Mais qu'est-ce qui explique ça alors? Comment des joueurs normaux peuvent avoir ces comportements? Alors, le rapport, en s'appuyant sur les sciences comportementales, identifie plusieurs facteurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle le désengagement moral. Le désengagement moral. Oui, c'est l'idée que l'anonymat, l'écran, le pseudo, ça crée une distance. Et du coup, on se sent moins responsable de ses actes. D'accord, je vois. La distance de l'écran. Ensuite, il y a la frustration. Très forte parfois dans les jeux compétitifs, où l'enjeu, même virtuel, peut paraître très élevé. Ça, c'est un gros déclencheur. Oui, on imagine bien la rage après une défaite. Exactement. Et enfin, il y a le poids des normes sociales dans une communauté. Si certains comportements sont tolérés, voire banalisés, ils se répandent plus facilement. D'accord, c'est assez clair. Mais face à ce constat, un peu déprimant quand même, est-ce qu'il y a des pistes? Le rapport
propose des solutions. Oui, oui, le rapport ne fait pas que décrire, heureusement. Il propose des leviers d'action et c'est là que les sciences comportementales sont intéressantes. L'idée, c'est moins de punir que d'orienter. Orienté. Comment ça? Par exemple, renforcer le lien entre le joueur et son identité en ligne, avoir des profils, des avatars plus personnels. Il y a des études qui montrent qu'on a tendance à vouloir agir en accord avec l'image qu'on projette, même si c'est virtuel. Ah oui, intéressant. Conformer son comportement à son avatar. Un peu oui. Une autre piste, c'est d'agir sur la conception même des jeux, le game design, encourager la coopération par défaut. Par exemple? Partager automatiquement le butin entre les membres d'une équipe, plutôt que ce soit chacun pour soi. Ou alors créer des objectifs multiples dans une mission pour que chacun puisse contribuer à sa manière, même s'il n'est pas le meilleur au combat, par exemple. Ça touche vraiment au cœur du jeu, là. C'est plus juste des règles externes. D'autres idées? Oui, améliorer les systèmes qui forment les équipes, le matching. Essayer de regrouper des joueurs qui ont des styles de jeu ou des états d'esprit similaires. Et surtout, rendre les récompenses pour le fair play, pour le bon comportement, beaucoup plus significatives, vraiment attractives. Plus qu'un simple badge virtuel, quoi. Ah oui, carrément, on parle d'objets rares dans le jeu, d'avantages concrets. Il faut que ça vaille le coup d'être sympa, en gros. D'accord. Et puis, bien sûr, établir des codes de conduite clairs, mais pas juste un texte caché au fond du site. Il faut les communiquer au bon moment. Quand ça compte, quoi. Voilà. Juste avant une partie compétitive, par exemple, et idéalement par des figures de confiance, respectées par la communauté, comme des streamers populaires. On est dans l'idée des nudges, là, c'est Hein? ça. Ces petites incitations douces pour orienter les comportements. C'est tout à fait ça. Orienter plutôt que contraindre. La transparence aussi est clé. Savoir comment fonctionne la modération et surtout avoir un retour quand on signale un problème. Savoir que ça a servi à quelque chose. Ça renforce la confiance dans le système, j'imagine. Exactement. Et cette idée d'un code de conduite commun, partagé par toute l'industrie et les joueurs, elle revient souvent comme une piste importante. Ce qui est frappant, au final, dans cette analyse, c'est vraiment cette double nature du jeu vidéo. D'un côté, un outil potentiellement formidable pour apprendre, pour socialiser, pour développer des compétences. Et en même temps, un espace numérique où des dynamiques de groupe, des comportements parfois négatifs peuvent s'exprimer très fort. Les solutions, elles sont pas seulement dans la modération après coup. Non, elles sont peut-être surtout dans la conception même des jeux, en amont. C'est une grosse partie de la réponse, oui. Penser l'expérience de jeu différemment. Alors, pour conclure, quelles questions, quelles pistes de réflexion on pourrait laisser à ceux qui nous écoutent? Peut-être celle-ci. Au-delà des règles, des sanctions, des récompenses, comment est-ce qu'on pourrait intégrer encore plus profondément, au cœur même des mécaniques de jeu, les principes d'une interaction positive, respectueuse? Comment faire pour que bien jouer ensemble, ça devienne pas juste une contrainte externe, mais une partie naturelle, valorisée et même amusante de l'expérience de jeu elle-même? Une réflexion essentielle, effectivement, pour l'avenir du jeu en ligne. C'est tout pour cette analyse approfondie. Merci beaucoup Merci à vous. et à bientôt.